Que l'austérité à l'allemande, à l'italienne, à l'espagnole, à la grecque et à l'anglaise ne marche pas, c'est pas une très grande surprise. Ça fait une vingtaine d'années qu'on vit à crédit et qu'on achète de la croissance fictive à crédit en s'endettant. Il est bien évident, à partir du moment où on coupe la dette, on coupe immédiatement la croissance. Alors après que le débat revienne sur la table, moi, franchement, je trouve que c'est des idéologies des années 70, 80. On saute sur sa chaise en criant croissance, croissance, croissance. Olivier, on est en 2012, il faut bien donner du boulot aux gens et gagner de l'argent en vendant des produits. Bien sûr qu'il faut donner du boulot aux gens, mais la question, c'est comment on fait pour donner du boulot aux gens sans croissance. Ça fait 5 décennies exactement que chaque décennie, il y a un point de moins de croissance. Alors on peut continuer à rêver que la décennie du pic pétrolier, de la crise des dettes publiques, des crises politiques majeures en Europe, on va avoir de la croissance phénoménale. Il faut essayer de l'avoir. Bien sûr qu'il faut essayer, mais on devrait peut-être partir de l'idée qu'il n'y en aura pas et de voir dans ce cas-là comment on arrive à avoir une économie qui marche sans croissance. On voit qu'on est très loin de là. On a de nouveau des incantations de la déesse croissance qui sont un des axes forts du Parti socialiste. Eh bien, rêvons qu'on va voir la croissance. Faisons. Jean-Marc parlait de Keynes, mais il n'y a rien de keynésien dans ce qu'on fait. C'est pas du keynésianisme. Si on décidait de relancer la croissance par de l'argent public européen, il y a une forme de keynésianisme. Mais non, ça c'est de l'imbécilité en fait, parce que le Keynes dit quand ça marche mal, on investit, quand ça marche bien, on rembourse les dettes. C'est-à-dire, on n'investit pas par de la dette quand ça va bien et quand ça va mal. Sinon, ça finit dans le mur. Donc voilà, de nouveau des projets d'aller endetter l'Europe maintenant avec des eurobonds. Alors c'est vrai que sur la planète, il y a une structure qui n'est pas endettée, c'était l'Union européenne. Évidemment, les États ayant été gérés comme des gorées avec des dettes phénoménales, l'Europe s'était pas endettée. Maintenant, on a encore une bonne idée. On va rajouter 200, 300, 500 milliards de dettes à l'Europe. Bon, pourquoi pas? De toute façon, c'est autant de dettes qui finira restructurée. Mais ce que je veux dire concrètement, c'est qu'on voit bien que dans toutes ces mesures, Hollande, en fait, pour moi, est dans une situation où il va se heurter à deux problèmes internationaux très très rapidement. Il va aller à Chicago au G8. D'abord au G8, mais surtout à Chicago, au sommet de l'OTAN. Et il va annoncer qu'il retire ses troupes d'Afghanistan d'ici à la fin de l'année. Oui. Et Obama a déjà dit qu'il n'en est pas question. Donc, première épreuve de force, est-ce qu'il va vraiment créer une crise au sein de l'OTAN? Deuxièmement, il va à l'Union européenne et il dit, moi je crée des eurobonds, je fais de la croissance et tout ça. Et il va se heurter au refus de Madame Merkel. Jamais les Allemands n'accepteront les eurobonds. Les eurobonds. Jamais. Et surtout le statut de la Banque centrale, que ce soit la monétisation, leur utilisation du droit à seigneurage et tout ça, c'est une mécanique juridique extrêmement compliquée parce que le traité de Maastricht ne prévoit pas ça et on est au niveau du traité de Maastricht. Donc il faut modifier le traité de Maastricht. On ne peut pas modifier le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam comme ça d'un coup de baguette. Bon. Donc il se heurte à deux oppositions sur le plan international. Donc pour lui, c'est un enjeu crucial parce que il va essuyer deux refus. Donc, il va avoir vidé son programme puisqu'il va prendre par décret quelques mesures la semaine prochaine. Oh, mais enfin, c'est des mesures gadgets. Enfin, gadgets. Le blocage des prix de l'essence pendant 3 mois, c'est sympa si vous voulez. Dans 10 jours, il est à nu. Et donc, son vrai problème maintenant, c'est comment il va reprendre la main dans 10 jours. Parce qu'en l'espace de 10 jours, la casaque va fondre. Va être complètement à nu. Non, pas forcément. Pas forcément. On en parle. Ah oui, mais ça, malheureusement, on risque d'être confronté à la dure réalité des marchés. Ils vont nous faire comprendre. Enfin, en tout cas, ils vont couper. Ils vont probablement nous couper les vivres petit à petit. Enfin, en tout cas, peut-être pas nous en premier, mais enfin, on voit que l'Espagne est dans une situation dramatique. L'Italie va pas forcément beaucoup mieux. Et qu'est-ce que vont donner les taux d'intérêt de ces 3 grands pays de la zone euro dans les 3 mois, 6 mois qui viennent? Difficile à dire. Ça veut dire quoi, Olivier? Ça veut dire que la dévaluation n'est plus possible? L'inflation, le défaut, qu'est-ce qu'on fait? Les impôts, ils ont déjà été montés partout. Les armes sont pas éternelles. Il n'y a pas 25 000 solutions. Ah bah oui, il n'y a pas 25 000 solutions. Enfin, la question de fond, c'est est-on dans une crise de liquidité ou de solvabilité? Les deux. Quand ça commence effectivement. Par moment. Donc, quand on a le problème de solvabilité, il faut peut-être arrêter d'investir dans des structures qui vont s'effondrer. Ce qui est frappant de voir, c'est que depuis le début de cette crise, on est dans ce qu'on appelle en psychologie sociale une escalade d'engagement. C'est-à-dire vous prenez une mauvaise décision, les choses empirent, au lieu d'avoir le courage de reconnaître que les décisions étaient mauvaises, d'essayer de se mettre autour de la table, de comprendre pourquoi, de discuter, de trouver des solutions, on continue encore plus. C'est-à-dire, il y avait un problème de banque, les États sont venus au secours, il y a un problème dans l'économie, les États sont venus au secours, il y a toujours maintenant un problème des banques et de l'économie, maintenant les États sont en difficulté, la Banque centrale, on lui a tordu le bras pour qu'elle vienne au secours, maintenant la Banque centrale
centrale est en difficulté. La BCE, elle a 200 milliards d'obligations publiques pourries, dont 50 milliards d'obligations grecques, et le Parlement grec n'a pas l'air décidé à rembourser ces 50 milliards-là. Alors elle va faire quoi, la BCE? Ça sera un bon défaut en Grèce. La BCE, elle a 1000 milliards maintenant de dettes à des banques en difficulté qui... en tout cas, il semble assez peu probable qu'elle puisse rembourser ces sommes-là dans 3 ans. Et donc, il va falloir qu'elle roule en permanence ces sommes-là, avec un problème de crédibilité, avec surtout des problèmes majeurs de tension entre pays européens. Comment va réagir l'Allemagne face à ces problèmes au niveau des banques centrales, vu l'importance que les Allemands accordent à leur gestion monétaire? Qui paye? Qui, in fine, paye? Moi, je ne pense qu'à ça depuis des mois. Voilà, qui va finir par payer? Et donc, je pense que l'inflation, pour revenir à l'inflation, c'est une façon de faire payer le rentier d'aujourd'hui, mais aussi la génération d'après. Parce que dans la génération d'après, quand on vous libéré d'une surdette irremboursable. Oui, sauf qu'après, quand vous voulez vous débarrasser de l'inflation, c'est tous les travaux de Sergent et Wallace qui ont permis à Thomas Sergent d'avoir le prix Nobel l'année dernière. C'est que au moment où vous durcissez votre politique monétaire pour vous débarrasser de l'inflation, à ce moment-là, vous avez un ralentissement de croissance, une nouvelle dette qui apparaît et du chômage. Et donc, l'inflation d'aujourd'hui, pour Sergent et Wallace, c'est le chômage de demain. Donc, on fait toujours payer quelqu'un. Et l'inflation, c'est un système qui paraît indolore, mais qui est un système qui reporte dans le temps. Et donc, juste pour conclure là-dessus, je pense c'est mon obsession, celui qui doit payer, c'est le rentier. Alors, et le rentier, c'est pas forcément uniquement le détenteur de dette publique, c'est le rentier au sens ricardien du terme, c'est-à-dire celui qui s'est constitué dans le système qui a été un système d'endettement, qui s'est constitué des revenus qui ne correspondent pas à son travail. Donc si on doit faire payer quelqu'un, c'est le rentier. Ouais, donc ça veut dire que c'est celui qui a un patrimoine, qui a de la pierre, globalement. C'est à ça que vous pensez? Non, mais ça peut être aussi, puisque dans le rentier, puisque quand on baisse les revenus des fonctionnaires, c'est une forme aussi... Ou des professions protégées. Voilà, c'est les professions protégées. La rente, c'est très souvent, elle peut être le résultat d'une rente économique, mais elle est souvent le résultat d'une protection réglementaire ou législative. Vous aviez dit, Jean-Marc, déjà, il n'y a pas 10 000 solutions pour s'en sortir. Il y a l'impôt qui fait payer le contribuable. Je crois que là, on y est. On a la rigueur qui fait payer le fonctionnaire. Ça va sans doute venir. Il y a l'inflation qui fait payer le rentier. Et il y a le défaut qui fait payer le créancier. Oui, oui. Donc, c'est quand même ce qui résonnait sans qu'il l'ait prononcé, parce que c'est moi qui l'ai prononcé, ce que disait tout à l'heure Olivier Berruet. Oui, absolument. C'est quiz pagite. On a porté, effectivement, c'est ce que disait Olivier, on a porté le problème, on l'a repoussé devant nous. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui va payer. Et je pense que la vraie choix de politique économique et de politique tout court, c'est effectivement dans celui qui va payer, d'identifier celui qui, effectivement, est le moins porteur de croissance future. C'est donc le rentier. Avec une définition très très large du rentier. C'est-à-dire que c'est effectivement, on libéralise l'économie, on réduit la dépense publique, on fait en sorte que, effectivement, les gens qui sont les gens qui, en ce moment, n'apportent pas à la croissance l'équivalent de ce qu'ils reçoivent sous forme de revenus, doivent être ceux qui sont en premier pénalisés par leur Ça impose à supprimer le statut de fonctionnaire ? En particulier, Olivier Berruet. Sur l'aspect rentier, c'est toute la question. Enfin, on est vraiment sur un scénario, ou en tout cas un jeu de qui va perdre des millions dans l'espèce. Concrètement, moi, j'ai tendance à penser que ça ne viendra pas de l'inflation, parce qu'on a l'inflation qu'on a en tête, c'est celle des années 70. La grosse différence, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de dette publique. Et à cette époque-là, les salaires étaient en bonne partie indexés sur l'inflation. En tout cas, il y avait un vrai pouvoir aussi de négociation des salariés. Déjà l'inflation, en plus, ça ne se décrète pas. Enfin, c'est pas un vote au Parlement. Imaginons que l'inflation qui est à 2, elle passe à 5. On arrive vraiment à faire un truc, parce qu'on dit ouais, 5%, ce serait pas mal. Elle passe à 5 là en quelques mois. Ma question est... C'était pas loin de la target d'Olivier Blanchard, qui allait jusqu'à 4. C'est une jolie target d'Olivier Blanchard. Le chef économiste du FMI Moi, j'ai français. juste une question. À quel taux l'État va emprunter sur les marchés? Il y a 1700 milliards de dettes publiques, il faut en emprunter 500 milliards cette année. À partir du moment où vous contournez, quand même, il faut juste revoir le traité européen, il faut juste changer la constitution allemande pour refaire de l'inflation de façon élevée. À quel taux l'État va emprunter? Aujourd'hui, il emprunte à 3 fois rien. Si vous êtes en train de dire au prêteur, tiens, je suis en train de me préparer à vous rembourser en monnaie de singe, donc l'inflation elle passe de 2 à 5, quel est le taux des obligations publiques françaises? Enfin, moi, je vois pas par quel miracle ça passe pas à 10. Non, mais les marchés financiers ont appris depuis le milieu des années 70 à se protéger contre l'inflation. C'est-à-dire qu'immédiatement, si un État laisse marcher un peu la planche à billets pour fabriquer de l'inflation, immédiatement, il est sanctionné dans les taux d'intérêt. Donc, on oublie cette solution. Ouais, tout à fait. Il y a 15% de la dette publique qui, en plus, maintenant, est indexée sur l'inflation. Oui, en plus. Ça ferme la porte. Ouais. Que la Grèce a fait défaut, certes, mais défaut auprès de ses prêteurs privés, mais immédiatement, comme ça mettait tout son système financier en l'air, tous les pays européens sont revenus et ont reprêté de l'argent. Donc en clair, la Grèce doit à peu près autant d'argent qu'avant son premier défaut. C'est-à-dire qu'elle se dirige vers un deuxième défaut, cette fois défaut envers la France,
vers l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, avec les conséquences sympathiques qu'on imagine. Donc ce qui se passe en ce moment à Athènes est à mon sens explosif pour l'ensemble, pour l'existence de l'euro, peut-être, en tout cas pour le maintien d'un marché obligataire public un tant soit peu efficient, ça risque d'être dramatique. Alors il y a deux solutions, il y en a que deux. Soit ça explose, comme ont explosé à peu près toutes les monnaies uniques sans constitution d'un vrai pays en même temps, soit ça peut tenir, mais pour que ça tienne, c'est-à-dire que c'est forcément... Il faut évidemment aller vers une Europe plus fédérale. Ça, tout le monde dit oui, Europe fédérale, ok. Mais ça veut dire multiplier le budget européen par 10, sans doute, donc transférer la moitié des ressources de l'État français à l'Europe. Et ça veut dire surtout accepter de payer des impôts pour les transférer immédiatement à la Grèce, et pour l'Allemagne, accepter de les transférer à la France, puisqu'il faut compenser dans ce cas-là les déséquilibres. C'est ce que fait la Guadeloupe et la France. Ces deux solutions peuvent tenir. Après, la question, elle est plus vraiment économique, elle est quel sera le choix politique ? Moi, j'ai pas l'impression que les Allemands, ils aient vraiment envie d'aller payer beaucoup plus d'impôts pour le donner aux Grecs. Je suis un peu comme vous, j'ai pas l'impression. Ni pour les Français. Et si vous arrivez à cette conclusion-là, et ça, c'est-à-dire que c'est des transferts massifs qu'il faudrait faire à un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, c'est pas dans 10 ans. C'est pas les marchés qui vont soi-disant nous laisser du temps, réfléchir, avoir confiance. Les marchés, c'est des prêteurs où ils ont confiance dans les 6 mois qui viennent, où ils ne prêtent pas d'argent.